Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Le temps d'une bus. Je m'appelle Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important ici à Québec, comme au Québec et au Canada en général, dans le fond l'hémisphère nord, l'hiver. Et oui, l'hiver est central à notre identité québécoise, mais il représente aussi un enjeu et même souvent un obstacle dans le cadre de nos déplacements. Et ce, peu importe notre mode, qu'on soit à pied, à vélo, en char, en autobus. La neige, c'est la neige. J'ai le grand privilège d'accueillir Sylvie Millette, une formatrice chez Vélocentrix, une militante cycliste, mais avant tout, je dirais un modèle féminin en matière de vélo utilitaire, autant en été qu'en hiver. Sylvie, bienvenue à Le temps d'une bus. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Soleil. Ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que c'est vraiment un sujet qui tient à cœur puis que tu es une pratiquante de vélo d'hiver. Pour commencer, peux-tu me parler un peu de c'est quoi les avantages de pratiquer le vélo d'hiver? Bien, les avantages, à prime abord, c'est parce que ça permet d'apprécier l'hiver. Ça permet finalement de vivre le moment présent. Ensuite de ça, bien, c'est pour ma santé mentale, physique. J'arrive au travail concentrée, je suis moins stressée, j'ai plus confiance, de l'estime de moi. Ensuite de ça, bien, c'est sûr aussi qu'il y a des bénéfices sociaux et environnementaux. En fin de compte, je prends peu d'espace, je pollue pas. J'ai pas non plus de problème de déneigement d'un automobile, d'être pris dans la congestion. Puis aussi, ben, c'est plaisant parce qu'on rencontre des gens sur nos trajets, on peut prendre des nouvelles, on peut saluer les gens. Ensuite de ça, ben aussi, c'est plus facile pour me déplacer parce que dans le fond, je peux aller d'un point A à un point B quand je veux, je peux aller où je veux, quand je veux. Et puis, tu sais, j'ai pas, encore là, comme j'expliquais, j'ai pas de problème de me trouver un stationnement, d'être des tracas, d'être pris dans la neige ou d'être pris dans la congestion. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis, un autre avantage que je veux nommer, c'est que c'est pour mon portefeuille. J'ai pas de tracas financier. Puis, l'argent que j'économise en me déplaçant à vélo, ben je peux me faire des petits plaisirs de la vie. Donc, c'est agréable. Ben oui, vraiment. Là, t'en parles, mon Dieu, ça me donne envie de m'initier directement. Là, d'après toi, en fait, c'est quoi les premières étapes? En fait, comment s'initier au vélo d'hiver? Parce que, bon, des fois, on peut regarder les gens se promener en vélo d'hiver puis faire « Oh, il y a de l'équipement, etc. » Comment qu'on se déplace? Comment qu'on s'initie à ça? Bien, c'est sûr que c'est bien de parler à d'autres cyclistes qui pratiquent déjà le vélo d'hiver. Comme ça permet de se désensibiliser la croyance que c'est dangereux et que c'est difficile de pratiquer le vélo d'hiver. Ensuite de ça, ben, c'est d'avoir les trucs pour rendre l'expérience agréable, que ce soit par rapport à l'équipement, par rapport au déplacement, quel trajet emprunter, la conduite à adopter. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, autant par rapport au choix du vélo que de l'équipement à avoir. Donc, c'est justement de prendre conseil par des gens expérimentés. Peut-être même d'aller dans des lieux qui sont fréquentés par des gens expérimentés, comme par exemple à Vélocentrix. Bien, tout à fait. D'aller côtoyer les ateliers communautaires qui sont encore ouverts l'hiver, ça permet de rencontrer d'autres cyclistes, d'échanger sur les enjeux qu'on peut vivre et puis finalement, là, d'améliorer, de rendre notre expérience plus plaisante. Mais là, toi, tu es une cycliste expérimentée d'hiver. En termes de matériel, en termes de vélo, qu'est-ce que tu conseilles en fait aux gens qui veulent, par exemple, commencer à chercher, à s'équiper? Bien, là, après ma barre, je dirais qu'on prend un vélo simple, un vélo économique, donc des composantes communes qu'on retrouve facilement et puis des composantes peu dispendieuses. Ça, c'est à la base. Je dirais qu'un vélo type montagne des années 90 peut être une bonne option. Parfois même, on peut en trouver dans les poubelles, donc ça coûte pas cher. L'autre élément très important, c'est être visible. Donc, avoir des lumières, idéalement, pas des habits noirs, des habits plus voyants. Avec des bandes réfléchissantes, ça, c'est sûr que c'est vraiment bien. Parce que plus on va être visible, plus on va se faire respecter des autres usagers de la route, puis ils vont apprécier, puis ils vont même nous respecter
d'avantages aussi. Donc, ça, c'est les 2 éléments prioritaires. Ensuite de ça, moi, je conseille d'avoir un pneu à clous à l'avant. Donc, c'est pour ne pas glisser sur la glace, surtout avec les grandes variations de température. Le pneu à clous, ça permet garder une meilleure direction. Puis, je conseille aussi, dans le fond, des garde-boue, parce que c'est sûr que la chaussée est souvent humide, il y a de la neige, il y a de la gadoue, donc pour pas devenir tout sale, les garde-boue, c'est plaisant d'avoir ça. Puis un autre élément, mais là, c'est toujours en même temps selon nos budgets, mais un porte-bagages, plutôt qu'avoir un sac à dos, avoir les épaules dégagées, parce qu'un sac à dos aussi, ça donne des sueurs dans le dos, donc c'est moins agréable. Ensuite de ça, on s'habille en multicouches quand on fait du vélo d'hiver. Et puis, dans le fond, on priorise des vêtements qui sont quand même chauds, qui sont respirants. Des premières couches, pas des premières couches, mais des couches, dans le fond, plus qui va nous couvrir, plus une 3e couche, comme je peux dire, imperméable. Donc, pour éviter là, d'être tout trempe, parce que des fois, la neige, s'il neige, ben on va devenir mouillé. Et puis, d'avoir des vêtements de rechange, c'est quand même quelque chose de... On arrive souvent mouillé, donc c'est bien d'avoir des vêtements pour se changer quand on arrive. Surtout quand on va au travail, par exemple. Exact, c'est ça. OK. Donc là, tu nous expliques un peu c'est quoi le type de vélo qu'on doit aller chercher pour faire du vélo d'hiver, l'équipement, l'habillement, etc. Maintenant, pour se déplacer d'un point A à un point B, trouver le stationnement, etc., comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que c'est un enjeu parce que souvent, la plupart des supports à vélo sont retirés l'hiver. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu parce que là, on veut placer notre vélo pas à l'abri qu'il ne se fasse pas accrocher par une gratte lors du déneigement, puis aussi qu'il ne se fasse pas voler non plus parce que ça peut être un autre enjeu. Donc, c'est sûr que plus on fréquente les mêmes endroits, plus on va trouver une place adéquate pour mettre notre vélo. Puis par rapport à l'entretien, parce que, tu sais, ton vélo, je veux dire, il y a du sel dans la voie publique, il y a de la gadoue, il y a de la neige, bref, il y a beaucoup de choses. Comment qu'on s'assure que notre vélo, il reste en bon état pendant toute la période hivernale? C'est sûr que par rapport à l'entreposage de son vélo, il y a plusieurs visions par rapport à ça, là. Moi, dans le fond, je rentre mon vélo chez moi, donc à l'intérieur, ça sèche tout ça. Donc, après ça, quand je ressors, parce que c'est sûr que dans le fond, plus on va utiliser notre vélo régulièrement, moins on va avoir de problèmes mécaniques. Parce que c'est les grandes variations de température qui occasionnent du gel, dégel, puis de la rouille, de l'oxydation des composantes. Donc, c'est sûr que ça va faire qu'il peut moins bien fonctionner. Mais plus on va l'utiliser souvent, moins que ça va être problématique. Puis, c'est sûr que dans le fond, aussi... faut savoir que les composants, dans le fond, ça s'use vraiment 10 fois plus vite là, l'hiver par rapport à l'été. C'est pour ça qu'on recommande, dans le fond, d'avoir un vélo économique. Fait qu'il faut garder ça en tête. C'est sûr que ça a besoin d'un entretien plus régulier. Pour ça que c'est agréable de côtoyer des ateliers communautaires pour pouvoir effectuer l'entretien à faible coût. Et puis, on lubrifie les composantes. Souvent, c'est de faire sécher quand il y a de l'humidité. On rentre le vélo pour que l'humidité s'évapore et on lubrifie les composantes. Souvent, ça va régler les problèmes. Donc, c'est un peu ça, mais c'est sûr qu'il y a plus d'enjeux d'entretien l'hiver, effectivement. Hey, merci beaucoup pour tous ces conseils-là. Là, je pense que tu vas fort probablement éveiller la curiosité de certaines de nos auditeurs, auditrices. J'aimerais ça revenir sur le fait que on sait que le vélo, c'est une pratique qui est un peu plus masculine en été. Je présume que c'est la même chose en hiver. Est-ce que tu considères qu'il y a des enjeux qui sont spécifiques vécus par les femmes dans le cadre d'une pratique de vélo d'hiver?
Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir plus de préjugés, là, que par rapport les femmes, ils vont avoir plus de difficultés dans certaines conditions. Il y a aussi par rapport aussi à, comme j'expliquais tout à l'heure, l'entretien. Souvent, les femmes, ils ont un peu moins de connaissances en mécanique vélo. Donc, pour eux, ça peut être un plus grand enjeu, étant donné que le vélo, l'hiver, il y a besoin de plus d'entretien. Il y a aussi des fois, s'ils veulent aller dans les boutiques de vélo, il y a certains mécaniciens qui ont des préjugés par rapport aux connaissances des femmes en la matière. Aussi, il y a d'autres enjeux que les femmes vivent, c'est que souvent, les femmes, eux autres, ils ont plus de déplacements à faire. Ils vont porter les enfants, ils s'occupent des commissions. Donc, c'est sûr que il faut qu'ils gèrent un peu plus leurs déplacements en conséquence. Il y a aussi que les femmes, ils sont plus craintives un peu, dans le fond, parce qu'idéalement, on est mieux de prendre les artères bien déneigées. Et puis, les artères bien déneigées, des fois, c'est des artères commerciales, des boulevards. Donc, ils peuvent être un peu plus craintifs de rouler dans ces milieux-là. Et puis, ben moi, c'est sûr que je conseille beaucoup de rouler aux endroits dégagés. Donc, éviter l'extrême droite, comme on nous dit toujours de faire. Donc, c'est sûr que la femme peut avoir un peu plus... et être un peu plus hésitante à prendre sa place, alors que c'est ça qu'il faut faire quand on fait du vélo d'hiver. Faut oser prendre notre place. On a le droit d'être là. Puis même, des fois, on est mieux de se tasser pour, par exemple, s'il y a 2 voies, pour être sûr que l'automobiliste, il nous frôlera pas, il va prendre la 2e voie, lui, pour nous dépasser. Donc, en général, c'est un petit peu ça, là, les enjeux que les femmes vivent plus en vélo d'hiver. OK. Et pour terminer, tu sais, t'aurais-tu des conseils? Par exemple, moi, là, j'ai envie de m'initier, là, avec tout ce que tu viens de me partager, avec les avantages que tu viens de nous nommer aussi. Ça serait quoi tes conseils pour un ou une nouvelle adepte là, du vélo d'hiver? Bien, dans le fond, c'est d'avoir du plaisir à faire du vélo d'hiver à la base. C'est de le faire pour le plaisir. D'avoir des alternatives si finalement, dans certaines conditions ou en tout cas que notre vélo n'est pas nécessairement en bon état, fonctionnel, donc d'avoir des alternatives. Ou sinon, bien, dans le fond, c'est vraiment la planification. Il faut adapter nos trajets. Étant donné que les pistes cyclables sont fermées l'hiver, il faut adapter nos trajets. Donc, à ce moment-là, pas juste nos trajets. Dans le fond, on planifie toutes nos lumières. Il faut qu'ils soient rechargés si c'est des lumières rechargeables. Notre habillement, vérifier la météo. Donc, tu sais, c'est d'être bien planifié, d'avoir du linge de rechange, des fois une collation parce qu'on dépense plus d'énergie. Là, on va avoir plus de plaisir si on est bien planifié. Puis aussi, prendre conseil à des cyclistes expérimentés, c'est une autre bonne chose qu'on peut faire pour les nouveaux qui veulent s'initier. Comme j'expliquais tantôt, d'utiliser régulièrement son vélo, ça peut être juste des petites sorties, mais plus si on le prend juste une fois par semaine, ça se peut qu'il n'aille pas bien lorsqu'on va vouloir le sortir. Puis, côtoyer les ateliers communautaires, comme on en a parlé, ça, c'est une autre bonne chose que je conseille aux nouveaux. Et puis, pour terminer, c'est en cas de conflit avec d'autres usagers de la route, c'est pas d'embarquer, finalement, d'attiser leur colère, mais plutôt de les saluer, leur sourire, leur souhaiter une bonne journée, d'être dans son plaisir plutôt que dans leur frustration à eux. C'est l'autre conseil que je donne. Merci beaucoup, Sylvie, franchement, pour tout ce partage de connaissances, d'expériences, tes témoignages. Je pense que tu vas avoir donné envie à plus d'un d'essayer le vélo d'hiver. Tant mieux. Merci à toi, c'est gentil. On est maintenant rendu au segment Bon coup d'ici d'ailleurs et je suis accompagnée de Samuel qui est chargé de projet en aménagement et urbanisme chez nous, chez Accès Transport Viable. Allô? Allô, merci de m'accueillir. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va vraiment
discuter, un peu dévier de notre sujet là, du jour qui est le vélo d'hiver pour prendre le temps de souligner un bon exemple, en fait, là, à l'international. On va explorer un réseau, finalement, de transport actif hivernal qui est différent du vélo d'hiver, à savoir celui du ski de fond. Dans la région métropolitaine d'Oslo, qui est en Norvège. Donc, le ski de fond, c'est intéressant. Tu veux-tu nous en parler un peu de ce réseau-là? Ben oui, en fait, à Oslo, la mobilité durable s'est développée de manière constante dans les années 60, même en hiver. En fait, je commencerai aussi à dire qu'à titre d'exemple, la ville et ses environs disposent d'un vaste réseau de sentiers de ski de fond qui s'étend sur plus de 2600 km. C'est vraiment intéressant parce qu'on y dénombre aussi 44 gîtes qui servent de lieu de repos ou de pause, dont 21 proposent des services de restauration et 17 sont dédiés à l'hébergement. Mais est-ce qu'on parle de déplacements de loisirs ou on parle aussi de déplacements utilitaires, par exemple, pour aller au travail ou pour aller accéder à des services essentiels? Bien, c'est vraiment intéressant la question que tu me poses parce que oui, le ski de fond demeure principalement un loisir, mais ce qui le distingue en fait à Oslo qu'ailleurs en territoire nordique, c'est que l'interconnectivité de ces sentiers avec le réseau de transport en commun permet ces déplacements utilitaires-là. C'est pas rare en fait d'apercevoir des personnes dans le métro qui transportent leur ski. Puis, en fait, c'est ça aussi, cet engouement pour le ski de fond, ça offre un mode de transport supplémentaire aux habitants d'Oslo. Puis, selon la ville, 2/3 des déplacements quotidiens sont durables. Selon les données de 2018, c'est 33% des résidentes et résidents qui ont opté pour le transport actif et 34% le transport en commun. Pour seulement aussi 27% des déplacements, c'était avec la voiture. On est loin de ça au Québec, hein? Ben oui, justement, c'est ça. En comparaison, à Québec, l'automobile, ça demeure le moyen de transport le plus fréquemment utilisé. Selon l'enquête Origine-Destination de 2017, c'est près de 80% des déplacements quotidiens qui sont réalisés en voiture. Même que si on compare aussi avec la marche et le transport en commun, c'est respectivement 9,2 et 7% des déplacements. Peut-être que les données vont changer avec la nouvelle enquête Origine-Destination, mais selon nos dernières données, c'est ça. Normalement, quand on se compare, on se console, mais là, c'est pas le cas, malheureusement, hein? En effet. J'ajouterais aussi peut-être que la situation à Oslo n'est pas parfaite. Sur les 2600 km de sentiers que j'ai parlé tantôt, il y a moins de 100 km qui sont éclairés. C'est un aspect qui peut causer des enjeux de sécurité et de confort, puis même aussi, surtout, entraver en fait la participation des personnes vulnérables la nuit. Ah oui, puis nous autres, chez Accès Transport Viable, la notion de co-visibilité, le fait d'être vu et de pouvoir voir, en fait, on sait que c'est quelque chose qui est super important, en fait, pour une multiplicité de catégories de personnes, que ce soit les femmes, les personnes aînées, les personnes faisant partie de la diversité de genre et sexuelle. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis en fait, on pourrait se servir d'Oslo comme un modèle ici pour le Québec en matière de développement des réseaux de transport actifs en hiver. En fait, il ne faudrait pas que la mobilité active soit limitée au 31 octobre ou dès qu'il y a une petite neige qui tombe au sol, mais plutôt à être encouragée tout au long de l'année et aussi sous différentes formes. Ça serait quand même plaisant d'aller au boulot en ski de fond. Je pense que ça nous permettrait fort probablement d'apprivoiser notre nordicité pas mal plus en tant que Québécois puis Québécoises. En effet, ça ou en raquette. Ben oui, c'est vrai, t'as bien raison. Hey, merci beaucoup, Samuel, pour ta visite. Merci. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus. On passe maintenant au segment Perspectives d'inclusion avec ma collègue Annie Métivier-Hudon, qui est chargée de projet chez Femmes et Mobilité. Allô? Allô, Marie-Soleil! Merci de m'accueillir. Ça me fait tellement plaisir. On parle de vélo d'hiver. Oui. Est-ce que dans la littérature scientifique, dans les observations que vous avez faites là, chez Femmes et Mobilité, est-ce que vous considérez que le vélo d'hiver est un moyen de transport accessible pour tous et toutes? Bonne question. Je dirais que non. Et on part du constat que même
même l'été, le vélo n'est pas accessible. Donc, pour tout plein de raisons, là, on sait que les infrastructures ne sont pas nécessairement assez sécuritaires pour un grand nombre de personnes, notamment pour les femmes qui, au Québec, sont encore seulement 34% des utilisatrices de cyclistes utilitaires. On sait que c'est même un écart qui se creuse. Donc, après 45 ans, il y a encore moins de femmes aînées qui vont utiliser le vélo. Et c'est toutes des populations aussi qui ne vont pas le faire parce qu'elles ont des exigences en termes de sécurité qui vont être plus élevées. Et donc, justement, les infrastructures ne sont pas là pour leur offrir la sécurité dont elles ont besoin. Il y a même une chercheuse, Caroline Whitzam, qui est une chercheuse à l'Université de Melbourne, qui a affirmé qu'en termes de cyclisme, tout est mesuré pour un utilisateur mâle et en santé. Donc là, ça nous met dans le bain un petit peu de qui ne pourrait pas encore avoir accès à ces infrastructures-là. On sait aussi que le vélo, c'est un vélo qui est généralement masculin, qui est généralement encore très jeune. Donc, il y a un certain manque de représentativité et même de modèles aussi en termes de diversité, en termes de femmes, en termes de personnes aînées, en termes de personnes racisées qui font du vélo, ce qui peut restreindre justement l'intérêt que peut avoir le vélo pour plusieurs populations. Là, en partant de ces constats-là, on peut supposer que l'hiver, c'est encore pire parce que de nombreuses pistes cyclables ne sont pas déneigées. Puis on sait que souvent, les personnes qui sont plus exigeantes en termes de sécurité routière vont utiliser les pistes cyclables. Et donc, soudainement, l'hiver, ces pistes cyclables-là sur lesquelles elles se sentaient en sécurité l'été, elles n'existent plus, tu sais. Fait que, on sait aussi que le vélo d'hiver, c'est un mode de transport qui se pratique souvent dans la rue et moins sur les pistes cyclables. Et on sait que les personnes, notamment les femmes, vont moins se déplacer dans la rue parce que ça pose un danger à leur vie, carrément, qui va être plus élevé, là, et que de rouler en piste cyclable. Mais est-ce qu'il y a une manière, en fait, de rendre, justement, le vélo d'hiver plus accessible pour toutes les autres catégories de personnes qui ne sont pas un mâle en santé? Oui, je pense que la solution semble toute simple, mais c'est d'avoir des infrastructures sécuritaires toute l'année. Tu sais, elle est là, la solution. Il faut la mettre en place. Là, donc. Et quand on parle aussi de vélo d'hiver, c'est quelque chose qui peut sembler moins accessible. On sait, tu sais, c'est quelque chose qui va être pratiqué par souvent des hommes jeunes qui vont être en santé, justement. Puis ça peut créer une culture aussi très masculine autour du vélo d'hiver, ce qui va encore accroître le manque de modèles féminins. Et on sait que le vélo d'hiver, c'est une pratique pour laquelle on peut avoir besoin de conseils, tu sais, pour genre la mécanique, pour s'habiller ou même pour des questions de sécurité dans des milieux qui sont complètement masculins. Parfois, il y a des réalités féminines qui vont être moins comprises. Puis, tu sais, il peut avoir carrément là, des dynamiques de pouvoir entre les genres dans ces milieux-là. Quand on parle de paternalisme, par exemple, de harcèlement ou même de mansplaining à ce qui a trait au vélo d'hiver, là. Le mansplaining, c'est le fait d'expliquer quelque chose finalement à une personne par rapport à sa propre réalité. Ouais, comme si exactement. on la savait plus qu'elle-même, finalement. Ouais, exactement. Puis en vélo d'hiver, c'est quand même quelque chose qui peut être commun. T'sais, moi, je fais du vélo d'hiver depuis des années et le nombre de garçons, de messieurs qui m'ont dit que je devrais vraiment essayer le vélo d'hiver sans savoir que j'en fais déjà depuis comme 4-5 ans. Ouais, donc c'est une réalité qui existe et qui peut être assez déplaisante pour une femme. Là, et décourageante aussi. Et décourageante aussi. En tant que telle. Oui, et décourageante. Et c'est pour ça que l'une des solutions pourrait être, par exemple, des ateliers en non-mixité ou des ateliers carrément d'introduction au vélo d'hiver en non-mixité. Je pense que ça pourrait attirer un grand nombre de femmes à pratiquer le vélo d'hiver. Certainement, mais je pense que ça se produit aussi à Québec en ce moment. Par ailleurs, je pense que notre invitée précédente, fort probablement, nous en aura parlé. Là. Oui, exactement. Mais oui, à Vélocentrix, il y en a. Il y en a dans toutes les grandes villes. C'est quelque chose qui est assez niché aussi. Donc, en région, par exemple, on n'a pas de ce genre d'atelier-là. Mais donc, ça gagne à être multiplié, ce genre d'ateliers qui rendent la pratique plus accessible, plus démocratique, plus attractive aussi. Bien, merci beaucoup, Annie, pour ce partage d'expériences et de connaissances par rapport à l'inclusion relative au vélo d'hiver. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Marie-Soleil. Bonne journée.
dénivelé violent, pédale comme une cinglée. Fini par faire des wheelies pendant que tu tanks des litres d'essence. Mon bac il date d'avant la Renaissance. Monter des côtes sur la grosse guerre. Au pire, rendu en haut, c'est sûr que tu vas perdre connaissance. Hey, j'ai le foulard de ma G-Mom. J'pense à malade genre YOLO sur les speed bumps. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur le vélo d'hiver. Je souhaite remercier chaleureusement Madame Sylvie Millette pour tous ses conseils qu'elle est venue nous prodiguer pour l'adoption de ce nouveau mode de transport qui nous permettrait fort probablement d'avoir un hiver pas mal plus agréable. J'espère que vous en avez appris autant que moi et que ça vous a donné envie d'essayer ce mode. Si vous aimez le temps d'une bus, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça va nous aider à continuer notre travail. Et ne manquez surtout pas notre prochain épisode. Merci beaucoup et à la prochaine. Le temps d'une bus est une production d'Accès Transport Viable, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de défendre les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, ainsi que de promouvoir la mobilité durable dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Animatrice, Marie-Soleil Gagné. Productrice exécutive, Angèle Pinot-Lemieux. Scénario et montage, Marie-Gabrielle Mendy et Jack Bradley. Musique, les 4x4 de Calamine. Brûler des rouges sans remords, moi 25 c'est une température pour les guérillas. Je ride en hiver comme au mois de mai. Je prends du bon bord tous les one way. Quand le boss il passe pas, mon bike il me transporte. Pourquoi tu restes là? Je pense en baisser comme en Vespa. Les banlieues débarquent tout en VUS. Ça dort au gaz, moi je suis Tesla. Ils ont vu les belles annonces à TQS. Je ride à 2 montagnes, je fais mon thing. Ma cagoule va fucker mon tan. Je traîne mon bike partout, même en morceaux démontés. Y'a pas de place pour nous deux dans cette rue. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus. Y'a pas de place pour nous deux dans cette rue. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus. Y'a pas de place pour nous deux dans cette rue.